Je me souviens parfaitement de ce soir-là. Il pleuvait doucement sur les vitres du salon, un de ces soirs de province où l'on entend le vent frotter contre les volets comme une vieille plainte. J'étais assis dans mon fauteuil, une couverture sur les genoux, quand j'ai entendu la voiture de mon fils se garer devant la grille. Le bruit du moteur s'est arrêté net, puis la porte a claqué. Julien est entré, trempé mais souriant. Il portait une chemise bleu nuit et cette assurance tranquille qu'ont les gens qui savent déjà ce qu'ils vont dire. Papa, j'ai passé à la banque aujourd'hui. On a parlé de ton dossier, de la maison, de ta pension. Il faut qu'on mette tout ça à jour. Rien de grave, juste pour simplifier. Il a sorti de sa serviette une chemise épaisse, pleine de papiers soigneusement classés. Sur le dessus, des post-it de couleur. Signature ici, date, initiale. Tout semblait propre, ordonné, presque professionnel. Je lui ai fait confiance, comme toujours. Depuis la mort de sa mère, il se comportait comme un fils modèle. Il venait le week-end, apportait des repas préparés, rangeait le jardin. J'étais reconnaissant. Tu sais, papa, m'a-t-il dit en sortant son stylo Mont-Blanc, c'est plus simple si la maison est gérée à deux. Comme ça, si jamais tu dois retourner à l'hôpital, tout continue sans souci. Je n'ai pas réfléchi. Je venais de passer 3 semaines avec une jambe immobilisée. J'étais fatigué, pas d'humeur à lire de la paperasse. Alors j'ai signé, 3 fois. Quand j'ai voulu lire les paragraphes, Julien a posé sa main sur la mienne. C'est purement administratif. On n'a rien changé à la propriété, tu restes le seul maître ici. Il a parlé calmement, avec ce ton doux qu'il prenait quand il voulait rassurer. Cette nuit-là, j'ai dormi tôt, presque apaisé. J'étais fier de lui, sérieux, organisé, protecteur. Je me suis même dit que j'avais bien élevé mon fils. Les jours suivants, tout semblait normal. Julien passait souvent. Il rangeait les papiers, vérifiait les factures, appelait la banque. Il disait toujours « Je veux t'éviter les tracas. Laisse-moi gérer un peu. » Puis, petit à petit, quelque chose a changé. D'abord, c'est le facteur qui a commencé à donner le courrier directement à Julien. Ton fils a dit qu'il s'occupait de tout, m'a-t-il expliqué. Ensuite, j'ai remarqué que mes relevés bancaires n'arrivaient plus. Quand j'ai demandé, Julien a ri. Ils ont dû se tromper d'adresse. J'ai réglé ça, ne t'inquiète pas. Mais un matin, alors que je voulais payer la facture du chauffage, ma carte a été refusée. Le conseiller m'a parlé d'un virement automatique vers un compte joint au nom de monsieur et madame Moreau. Je n'ai jamais ouvert de compte commun avec mon fils. C'est temporaire, m'a-t-il assuré. Une astuce pour réduire les frais de gestion. J'ai voulu le croire. Je voulais surtout éviter la confrontation. Le mois suivant, il a proposé de réorganiser mon bureau. Quand j'ai voulu consulter mon ancien dossier fiscal, le tiroir était vide. Tous mes documents personnels, testament, actes notariés, police d'assurance, avaient disparu. Je les ai mis en lieu sûr, a-t-il répondu avec un sourire. Tu n'as plus besoin de t'en occuper. Il disait cela d'une voix calme, presque paternelle, comme si les rôles s'étaient inversés. Et moi, je l'ai laissé faire. Un dimanche après-midi, j'ai surpris une conversation entre lui et sa femme dans la cuisine. Elle parlait à voix basse, mais j'ai entendu. S'il refuse de vendre, il disait que c'était des appels administratifs. Je n'avais plus de courrier personnel, plus de mots de la banque, plus rien. Un soir, alors que je regardais les journaux télévisés, il est revenu avec un grand sourire. Bonne nouvelle. J'ai réglé l'assurance habitation et le dossier de succession. Je l'ai regardé, surpris. Quelle succession? Oh, c'est juste un terme juridique, m'a-t-il dit. Rien de grave. J'ai senti pour la première fois un froid me traverser la poitrine. Ce n'était plus seulement de la méfiance, c'était un pressentiment. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée, adressée à monsieur Julien Moreau, propriétaire. Je me suis dit que le facteur s'était trompé, mais sur l'enveloppe figurait bien l'adresse de ma maison. C'est ce jour-là que j'ai compris. Ces papiers signés, pour simplifier, n'avaient rien d'innocent. Je me suis assis dans mon fauteuil, la lettre à la main. La pluie recommençait dehors. J'ai pensé à ma femme, à ses mots avant de mourir. Ne laisse jamais quelqu'un gérer ta vie à ta place, même si c'est ton fils. Et j'ai murmuré pour moi-même. D'accord, mon amour, je vais réparer ça. Les jours ont commencé à se ressembler. Le matin, je restais plus longtemps dans la cuisine, attendant un signe de Julien, un mot, un sourire.
Mais il venait rarement seul désormais, toujours accompagné de sa femme, Laura, une femme polie mais tranchante, dont le regard glissait sur moi comme sur un meuble trop vieux. Il faut penser à ton confort, m'a-t-elle dit un jour, en posant une main faussement douce sur mon bras. Elle parlait comme une infirmière qui récite une phrase apprise. Julien et moi, on a réfléchi. Ce n'est plus raisonnable que tu gères tout toi-même. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement observé sa manucure parfaite, ses bagues fines, son sourire de façade. Dans ma tête, je répétais « Confort pour qui ?» Quelques jours plus tard, mon téléphone fixe a cessé de fonctionner. Julien a expliqué qu'il avait changé l'abonnement. Le courrier, lui, ne passait plus par la boîte de la maison. Il disait qu'il valait mieux centraliser à son adresse pour éviter les pertes. Petit à petit, le monde extérieur s'est refermé. Un matin, j'ai voulu aller à la mairie pour demander une copie de mon acte de propriété, mais les clés de la voiture avaient disparu du porte-clés. Julien m'a dit « Je l'ai laissé au garage, il y a une fuite d'huile. » J'ai su que c'était faux. Lui et Laura étaient sortis la veille en voiture. Je n'étais pas naïf. J'avais passé 40 ans à lire des contrats, à décoder des intentions. Mais je voulais comprendre jusqu'où ils iraient. Alors j'ai fait semblant d'être fatigué, distrait. Je laissais traîner les phrases. Ah, j'oublie tant de choses ces temps-ci. Et je regardais comment ils réagissaient. Ils se sont mis à parler de moi comme si je n'étais plus là. Il perd un peu la tête, disait Laura. Oui, répondait Julien, c'est pour ça qu'il faut qu'on l'aide à se protéger. Se protéger. Ce mot sonnait comme un verdict. Une semaine plus tard, j'ai découvert que mon compte personnel avait été vidé. Julien m'a expliqué avec aisance. J'ai fait un virement temporaire sur notre compte joint pour éviter les erreurs fiscales. Je l'ai regardé dans les yeux. Il a soutenu mon regard avec le calme d'un professionnel qui a répété son mensonge. Le soir, je me suis assis dans mon bureau vide, face au mur. J'avais envie d'appeler mon ami Daniel, le notaire, mais je n'avais plus ses coordonnées. Le carnet d'adresses avait disparu. J'ai ressenti une fatigue nouvelle, celle de l'humiliation. On m'avait volé ma dignité plus que mon argent. Je me suis rappelé un vieux client qui m'avait dit « On ne devient pas victime du jour au lendemain, on le devient par petites signatures. » J'ai compris que c'était exactement ce qui m'arrivait. Pourtant, je n'ai pas cédé à la colère. Je savais qu'elle les servirait. Un homme en colère passe pour un fou. Un homme calme fait peur. Alors j'ai choisi le silence. Je me levais tôt, préparais le café comme avant, lisais les journaux que j'achetais discrètement au kiosque en prétendant aller marcher. Le soir, j'éteignais la lumière plus tard qu'eux pour observer. J'entendais leurs murmures à travers les murs. Il dort déjà? Oui, dans quelques mois, on pourra tout finaliser. Ce mot « finaliser » m'a glacé. Je savais que derrière, il y avait une vente, peut-être même un transfert définitif. Mais je n'avais pas encore les preuves. Un dimanche, ils ont organisé un déjeuner avec des amis. Je me suis assis à table, en boue, comme un invité de trop. Laura racontait que la maison allait bientôt changer de main. Quand une amie lui a demandé « Vous allez acheter ?» Elle a répondu en riant « Pas besoin, c'est déjà presque fait. » Ils ont ri. Moi aussi, j'ai souri. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est verrouillé. Le lendemain, j'ai commencé à écrire. Chaque mot, chaque phrase, chaque date. J'ai noté ce qu'ils disaient, les montants, les documents, les visites de la banque. Pas pour me plaindre, mais pour construire un dossier. Car si on me prenait pour un vieux naïf, j'allais leur montrer ce qu'un vieux notaire pouvait encore faire quand il décide d'agir. Je n'ai rien dit. J'ai simplement pris un vieux carnet à couverture noire et j'ai commencé à écrire. Date, heure approximative, qui parle, quel mot? Chaque soir, au bureau, je recopiais tout au propre. Ce n'était pas de la colère, c'était de la comptabilité. D'abord, la banque. J'ai prétexté une promenade et je suis passé par l'agence de la place Bellecour. La conseillère m'a reconnu. Autrefois, je venais pour des signatures de clients. Je lui ai demandé d'un ton léger de m'imprimer l'historique des mouvements pour vérifier le chauffage. Elle a hoché la tête puis a baissé la voix quand l'écran s'est allumé. Il y a des virements réguliers vers un compte joint, Monsieur et Madame Moreau. Je n'ai pas corrigé. J'ai demandé le papier. Sur la ligne, un montant qui ne ressemblait pas à une charge. 4 800 € partis d'un coup un matin. Frais de notaire, disait le libellé.
J'ai senti une pointe froide dans la nuque. Ensuite, le courrier. Le facteur que je connais depuis des années m'a confié entre deux boîtes aux lettres que votre fils m'a demandé de rediriger les recommandés chez lui pour éviter les pertes. J'ai noté ces mots exacts. Ce même jour, un avis froissé dépassait de la poubelle, recommandé d'un cabinet immobilier, en tête sobre, adresse du cours Vuitton. Je l'ai photographié avant qu'il ne disparaisse. Le soir, j'ai cherché mon ancien dictaphone, celui qui m'accompagnait lors des signatures délicates. Pile changée, écoute discrète. J'ai posé l'appareil sur la bibliothèque, entre un recueil de Rimbaud et un code civil que je n'utilise plus. Dans la cuisine, j'ai laissé mon téléphone posé écran vers le bas, le micro suffirait. Je ne cherchais pas des secrets, je cherchais des contradictions. Elles sont venues toutes seules. On finalise bientôt, a dit Laura au téléphone. Le promoteur veut boucler avant la fin du trimestre. Promoteur. Le mot m'a frappé comme un couvercle. Ce n'était donc pas une aide familiale, c'était une opération. Je suis allé voir Daniel, mon ancien confrère. Son étude n'a pas changé, même mur clair, même odeur d'encre et de cartonnage. Il m'a servi un café et m'a écouté jusqu'au bout sans m'interrompre. Puis il a ouvert un registre, consulté une base interne, tapé mon nom, l'adresse de la maison. Il y a bien eu dépôt d'un acte, m'a-t-il dit, la voix plus grave. Procuration et promesse de vente. Il a imprimé un extrait, m'a laissé lire en silence. Ma signature y figurait, parfaitement imitée, mais trop parfaite justement. Aucun appui, aucun défaut de main fatiguée. À droite, un tampon d'étude qui n'était pas celui de Daniel. Regarde la date et l'heure, a-t-il ajouté doucement. J'ai lu. Ce créneau, je l'avais passé aux urgences pour mon genou. J'avais gardé le bracelet d'hôpital dans un tiroir. Preuve simple, preuve solide. De retour à la maison, j'ai ouvert l'ordinateur familial, celui que Julien utilise parfois au salon. Dans les téléchargements, un brouillon de offre d'achat traînait encore. Nom d'un groupe de promotion locale, adresse au parc de la Tête d'Or, délai de rétractation, et en marge, une note écrite au clavier, faire signer papa avant le week-end. Je n'ai rien déplacé. J'ai seulement fait une copie sur une clé USB que j'ai glissée sous le doublage du fauteuil. Le lendemain, j'ai prétexté la pharmacie et je suis entré chez l'huissier de mon quartier. Une main courante, simple, sans plainte. Constat des documents en ma possession, photo horodatée, liste des relevés. L'huissier a photographié mon carnet, la ligne des 4 800 €, l'extrait de Daniel, le brouillon d'offre. On ne juge pas, on constate, a-t-il dit. C'était exactement ce qu'il me fallait. Puis j'ai testé la parole de Julien. À table, je lui ai demandé d'un ton distrait si l'assurance habitation était à jour. Il a répondu sans réfléchir. Oui, j'ai fait un avenant. Auprès de qui? Chez notre assureur habituel. Mensonge. Nous n'avions pas d'assureur habituel depuis des années, je renégociais chaque échéance. Je l'ai laissé parler. À chaque réponse approximative, je cochais une case dans ma tête. Ce n'était plus une conversation, c'était un inventaire. La voisine d'en face, Madame Rossi, m'a glissé un mot sur le pas de la porte. On a vu des gens visiter. Ça m'a paru étrange, ils prenaient des photos du jardin. Visiter. Le mot, encore. Je l'ai remerciée et je lui ai demandé si elle se souvenait du jour. Elle a dit « l'autre soir, juste avant la tombée de la nuit ». J'ai noté, puis j'ai dactylographié son témoignage, daté, signé, scanné chez le papetier. Certaines preuves se sont offertes presque par politesse. Dans la poubelle du bureau, j'ai trouvé une enveloppe ouverte adressée à Monsieur Moreau, représentant légal. À l'intérieur, un RIB d'une société à responsabilité limitée créée il y a peu, avec Julien Gérant. Objet, versement d'acompte. Montant manuscrit, 30 000 €. J'ai pris des photos, recto verso, et remis l'enveloppe exactement où elle était. J'ai aussi retrouvé un détail que seul un vieil officier public peut voir. Sur la copie de la procuration, la mention « lu et approuvé » n'était pas de ma main, mais d'une police de caractère numérisée. On avait collé ma signature sous une formule standard. C'est une négligence fréquente des faussaires pressés. Ils imitent l'encre, oublient la main. Le dernier soir de cette semaine-là, j'ai tout classé. Dossier A, mouvement bancaire, avec les montants en gras. Dossier B, éléments notariaux, extraits et anomalies de signature. Dossier C, témoignages,
Voisine, facteur, conseillère, chacun daté et signé. Dossier D, traces numériques, brouillon d'offres, note de Julien, capture d'écran. J'ai glissé une copie complète chez Daniel, une autre dans un coffre à la banque et une troisième chez l'huissier. Si la tempête devait éclater, je voulais qu'elle trouve déjà des parapluies ouverts. Ce soir-là, j'ai rangé mon carnet dans la poche intérieure de ma veste. J'ai regardé la maison, le cadre de ma femme sur la cheminée, la table en chêne que j'avais cirée le week-end précédent. J'ai compris que je n'essayais plus de sauver des murs, j'essayais de sauver une parole, la mienne. Alors j'ai changé de rôle. Le lendemain, je serais le vieil homme lent, un peu perdu, qui signe ce qu'on lui montre. Mais derrière, chaque geste serait une pièce de plus dans le mécanisme. Je ne voulais pas me venger, je voulais que la vérité s'écrive toute seule, devant témoins, et pour cela il me fallait encore une chose, une scène, où il parlerait trop, où je n'aurais presque rien à dire, où la façade se fissure toujours. À partir de ce moment, j'ai cessé d'être le père trahi, j'ai choisi d'être le témoin silencieux, un témoin qui observe, note, attend. C'est une position inconfortable mais redoutable. Quand on vous croit affaibli, chaque silence devient une arme. J'ai commencé à jouer un rôle, celui du vieil homme distrait qui confond les dates, qui ne comprend plus très bien les démarches administratives. Je faisais répéter Julien, lui posais 2 fois la même question. Il soupirait, haussait la voix. Parfait. Chaque réaction était une preuve de plus de sa confiance excessive. Un matin, il est venu dans le salon avec un air sérieux. Papa, j'ai eu un appel du notaire. Il faut signer le transfert définitif, sinon l'acquéreur va se retirer. J'ai levé les yeux du journal. Quel acquéreur? Il a eu un petit rire forcé. Ne t'inquiète pas, c'est juste la suite du dossier dont on a parlé. Tu te souviens? J'ai hoché la tête, lentement, comme un vieil homme qui n'est plus sûr de rien. Mais derrière mon regard flou, tout enregistrait. J'ai demandé qu'il m'apporte les papiers. Il les a déposés sur la table, une pile impeccable. Cette fois, j'ai sorti mes lunettes, les ai posées sans les enfiler, pour qu'il pense que je n'y vois pas bien. Pendant qu'il parlait, j'ai observé les marges, les tampons, les signatures. Sur l'un des documents, j'ai reconnu le nom d'un promoteur que j'avais connu autrefois. J'ai noté dans ma mémoire « Groupe Marceau, transaction à Villeurbanne ». Je n'ai pas signé. J'ai dit simplement « Laisse-moi relire demain, ma tête tourne ce soir ». Il a haussé les épaules. « Comme tu veux, mais il ne faut pas traîner ». Le lendemain, j'ai appelé Daniel depuis le café du coin pour ne pas qu'ils entendent. Je lui ai donné le nom du promoteur. Il a vérifié. « Oui, j'ai un dossier ouvert à ce nom », m'a-t-il dit. « Offre déposée sur ton bien. » Je l'ai laissé parler. Sa voix tremblait légèrement. « Tu veux que je les appelle ?»« Non, » ai-je répondu. « Pas encore. Je savais que pour frapper juste, il fallait qu'ils s'enfoncent d'eux-mêmes. Alors j'ai continué à feindre. Je laissais Julien m'accompagner à la banque, lui donner les papiers qu'il me demandait, tout en gardant des copies chez Daniel. Je répondais distraitement à ses explications. « Oui, oui, si tu crois que c'est mieux. » Et lui, grisé par ce pouvoir nouveau, s'avançait chaque jour un peu plus. Un soir, ils ont organisé un dîner à la maison. Des gens bien habillés, verre de vin à la main. Je suis resté à l'écart, dans mon fauteuil. J'ai entendu Julien dire « On finalise la vente avant la fin du mois, tout est sous contrôle. » Quelqu'un a demandé « Et ton père ?» Il a ri. Il ne se rend même plus compte des démarches. Il pense que c'est un changement d'assurance. Les rires ont suivi. Je n'ai pas bougé, mais je les ai enregistrés. Ce même soir, j'ai branché le dictaphone sous la table du salon. Le lendemain matin, pendant qu'il faisait les courses, j'ai transféré le fichier sur ma clé USB. La voix de Julien résonnait, claire, arrogante. De toute façon, le vieux signera. Il croit encore que c'est administratif. Ce fut le moment où ma colère s'est transformée en calme absolu. Je ne voulais plus seulement récupérer ma maison, je voulais que la vérité sorte devant témoins. J'ai alors préparé le piège. J'ai fait semblant de capituler. Je leur ai dit « Bon, d'accord, apporte les papiers demain. On signera pour que tout soit enfin réglé. » Julien a souri, soulagé. « Tu verras, ça simplifiera tout. » Il ne savait pas que le lendemain, dans le même bureau où il pensait m'achever, un huissier serait déjà assis dans le couloir, prêt à constater chaque mot, chaque signature, chaque mensonge. Le lendemain matin, j'ai mis ma veste grise,
celle que je portais autrefois aux audiences. Je me suis regardé dans le miroir, les rides, les cernes, le regard clair. On pouvait me croire fatigué, mais j'étais prêt. Dans ma poche intérieure, la clé USB, le carnet noir, la copie de la procuration falsifiée, et dans mon portefeuille, une convocation de la mairie, un rendez-vous officiel pour révision cadastrale. Une réunion publique. Exactement ce qu'il me fallait. Julien est arrivé en fin de matinée, un dossier à la main. « Voilà, papa, le notaire nous attend. » Je lui ai répondu avec douceur. « Parfait, j'ai aussi reçu un courrier de la mairie, on passera d'abord là-bas. » Il a hésité, mais n'a rien dit. Laura l'attendait dans la voiture. Je suis monté à l'arrière, silencieux. Le moteur a démarré et pendant tout le trajet, j'ai observé leur reflet dans le pare-brise. Ils se souriaient, confiants, presque joyeux. À l'accueil de la mairie, un agent nous a conduits vers la salle des délibérations. Quelques tables, une dizaine de chaises, un représentant du cadastre, un journaliste local qui couvrait les litiges fonciers. J'avais demandé à Daniel d'être là discrètement en qualité de témoin. Il est arrivé quelques minutes après nous, une serviette brune à la main. Le représentant a commencé. « Monsieur Moreau, il s'agit de vérifier les titres avant la modification cadastrale. » Julien a hoché la tête. « Pas de problème, j'ai les documents. » Il a sorti la fameuse procuration, celle qu'il pensait authentique. Je l'ai laissée sur la table, puis j'ai ouvert ma serviette. « Avant de confirmer quoi que ce soit, ai-je dit calmement, j'aimerais qu'on compare avec ceci. » J'ai sorti la copie originale, la mienne, et la version scannée de l'hôpital, prouvant que j'étais en chirurgie à l'heure de la signature. La salle s'est figée, Julien a pâli. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» Je rétablis simplement la vérité. J'ai posé le dictaphone au centre de la table et appuyé sur « Lecture ». Sa propre voix a rempli la pièce. De toute façon, le vieux signera. Il croit encore que c'est administratif. Le journaliste a levé la tête. Le représentant du cadastre a noté quelque chose. Daniel, lui, ne disait rien. Il observait, impassible. Julien a voulu se lever. C'est sorti de son contexte. Mais Laura, elle, ne bougeait plus. Elle regardait le sol, les doigts crispés sur son sac. Alors j'ai sorti le dernier document, la main courante de l'huissier, avec la liste des preuves déjà déposées. « Vous voyez, ai-je continué, je n'ai rien signé. Ce sont eux qui ont fabriqué un acte avec un tampon falsifié. » Le représentant a hoché la tête. « Dans ce cas, la mairie suspend toute procédure et je transmets au procureur. » Julien a serré les poings. « Tu détruis ma vie, » j'ai répondu doucement. « Non, Julien, tu l'as vendu sans même lire la clause. » Une tension épaisse a traversé la salle. On n'entendait plus que le bruit d'un stylo qu'on repose. Le journaliste a pris une photo, le père, le fils, les deux actes côte à côte. Laura s'est levée la première. « Je t'avais dit de ne pas aller trop loin, » a-t-elle murmuré. Puis elle est sortie. Julien, lui, est resté debout, la mâchoire serrée. Daniel s'est approché, a posé une main sur mon épaule. « Tu as bien fait d'attendre. Maintenant, la justice va suivre son cours. » L'huissier, que j'avais prévenu la veille, est entré pour constater la scène. Documents sur la table, enregistrement audible, témoins présents. Il a noté l'heure, signé, rangé son carnet. L'affaire était actée. Quand nous sommes sortis, le journaliste m'a rattrapé sur les marches. « Monsieur Moreau, voulez-vous commenter ?» J'ai simplement dit « La confiance, c'est comme une signature. Elle n'a de valeur que si elle n'est pas forcée. » Puis j'ai marché jusqu'à la voiture. Le ciel était clair, presque paisible. Julien ne parlait plus. Il fixait la route, les mains crispées sur le volant. Moi, je regardais défiler les façades familières, la boulangerie, la poste, la maison du voisin. Tout semblait identique, et pourtant quelque chose s'était déplacé. La peur n'était plus de mon côté. Les jours qui ont suivi cette réunion à la mairie ont été étranges. Ni triomphe, ni soulagement. Juste un grand silence dans la maison, comme après une tempête. Julien ne m'a plus parlé pendant plusieurs semaines. Il a quitté la maison sans prévenir, emportant seulement quelques affaires. Sa femme, Laura, est passée une dernière fois récupérer des vêtements et quelques dossiers. Elle m'a salué d'un simple « bon courage », les yeux fuyants. J'ai cru que tout s'arrêterait là, mais non. 3 jours plus tard, Daniel m'a appelé.
Le parquet a ouvert une enquête pour abus de confiance et faux en écriture. J'ai répondu calmement. Très bien, que la loi fasse son travail. Je n'avais pas soif de vengeance, seulement de clarté. Je voulais que le mensonge soit reconnu, noir sur blanc, comme on valide un acte. Les semaines ont passé. J'ai reçu une convocation du tribunal de Lyon, salle 3, audience publique. Julien était présent, vêtu d'un costume sombre, amaigri. Son avocat plaidait la confusion, la maladresse familiale. Moi, j'ai simplement produit les dossiers, les relevés bancaires, les courriers détournés, la procuration falsifiée, la preuve d'hospitalisation. Chaque pièce avait un numéro, chaque date une trace. Le président a levé les yeux vers lui. Vous saviez que votre père n'avait pas signé cet acte? Julien a gardé le silence. Répondez. Je pensais qu'il était d'accord, a-t-il murmuré. Daniel, assis derrière moi, a soufflé. Ce n'est pas une réponse juridique. Le jugement est tombé un mois plus tard. Annulation de la vente, restitution des biens, suspension de sa licence d'agent immobilier pour fraude et usage de faux. Je n'ai pas applaudi, je n'ai même pas souri. J'ai seulement respiré profondément, comme un homme qui ferme enfin une porte restée ouverte trop longtemps. Le lendemain, je suis retourné à la maison. J'ai ouvert les volets, lentement. La lumière du matin entrait dans le salon, révélant la poussière suspendue dans l'air. J'ai replacé sur la cheminée la photo de ma femme, celle que Julien avait enlevée pour moderniser la décoration. Je lui ai parlé à voix basse. C'est fini. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la paix. J'ai passé les jours suivants à ranger mes dossiers, à trier les preuves. Je ne voulais pas les garder par rancune, mais comme un rappel. Dans un classeur, j'ai écrit « Vérité retrouvée, dossier clos ». Puis je l'ai glissé au fond du tiroir. Julien m'a envoyé une lettre quelques semaines plus tard, une écriture tremblée, brève. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je regrette. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu le matin suivant, j'ai pris un stylo et j'ai écrit « Le pardon, ce n'est pas effacer, c'est comprendre. Je ne t'en veux plus, mais désormais chacun sa route. » Je n'ai jamais revu Laura. Julien, lui, m'a téléphoné un soir, des mois plus tard. Sa voix était fatiguée, différente. « Papa, j'ai tout perdu. » « Non, ai-je répondu doucement. Tu as encore la chance de recommencer. » Ce soir-là, j'ai compris que la justice, la vraie, ne se rend pas seulement dans les tribunaux. Elle se rend dans le calme retrouvé, dans la dignité qu'on ne laisse plus piétiner. Aujourd'hui, la maison est redevenue silencieuse, mais vivante. Je passe mes après-midi dans le jardin à tailler les rosiers que ma femme aimait tant. Chaque fois que je sens leur parfum, je pense à tout ce que j'ai failli perdre et à ce que j'ai réussi à sauver. Je n'ai rien gagné, c'est vrai. Aucun trophée, aucun triomphe. Mais j'ai récupéré l'essentiel, ma parole, ma maison, ma paix. Et parfois, quand le vent du soir traverse le couloir, j'entends presque la voix de ma femme murmurer « Tu vois, Paul, la justice finit toujours par rentrer à la maison. » Je me souviens très bien de ce soir-là. Il pleuvait doucement sur les vitres du salon. Mon fils, Julien, est arrivé avec une chemise pleine de papier. « Papa, c'est juste pour simplifier la gestion du compte et de la maison, » m'a-t-il dit. J'étais fatigué, sorti depuis peu de l'hôpital. Je lui faisais confiance. Depuis la mort de sa mère, il venait souvent, faisait les courses, rangeait le jardin. Toujours ce ton rassurant, ce sourire tranquille. Les feuilles étaient de prêtes, signets colorés, petites étiquettes, signature ici. Il m'a tendu le stylo Montblanc que je lui avais offert. Rien d'important, tu restes propriétaire, bien sûr. J'ai signé, 3 fois, sans lire. Cette nuit-là, j'ai dormi avec une drôle de fierté, celle d'un père qui croit avoir élevé un fils responsable. Les semaines suivantes, tout semblait normal. Julien passait souvent, gérait les factures, les papiers, les appels. Je le voyais comme un soutien. Puis un matin, ma carte bancaire a été refusée. Le conseiller m'a parlé d'un virement vers un compte joint. Je n'ai jamais ouvert de compte commun. Julien a ri. C'est temporaire, papa. Bientôt, le courrier a disparu, puis mes documents aussi. Chaque fois que je demandais, il disait « Laisse-moi gérer, c'est plus simple. » Mais dans sa voix, quelque chose avait changé. Un jour, j'ai surpris une phrase de sa femme, Laura. « S'il refuse de vendre, on trouvera un moyen. »
Julien a répondu « T'en fais pas, ils signent tout sans lire ». Ces mots m'ont glacé. J'ai compris que ma confiance était devenue une signature, et ma signature, une arme. À partir de ce jour, j'ai observé, le téléphone ne sonnait plus, les clés de la voiture avaient disparu. Les voisins disaient qu'on m'aidait, que j'étais protégé. Je savais que c'était le début de l'isolement. Je me suis souvenu d'une phrase d'un ancien client « On ne devient pas victime d'un coup, mais par petites signatures ». J'ai donc décidé d'agir à mon tour, calmement. Je me suis fait discret, distrait, un peu perdu. Ils croyaient avoir le contrôle. En réalité, c'est moi qui les observais. J'ai commencé à noter tout. Date, conversation, somme, heures approximatives. J'ai récupéré un relevé bancaire, 4 800 €, parti pour frais de notaire. Puis un document du cadastre, puis une procuration falsifiée. Tout s'emboîtait. Avec l'aide d'un vieil ami, notaire, j'ai retrouvé la trace d'une promesse de vente enregistrée pendant que j'étais à l'hôpital. Preuve parfaite. J'ai fait constater les documents par huissier, j'ai installé un dictaphone sous la table du salon et j'ai attendu. Un soir, j'ai entendu la phrase que j'espérais. De toute façon, le vieux signera. J'ai souri, pas de colère, de certitude. Le lendemain, j'ai joué mon rôle, le père fatigué qui ne comprend plus rien. D'accord, Julien, apporte les papiers demain. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un huissier, un notaire et même un journaliste m'attendraient à la mairie sous prétexte d'une révision cadastrale. Dans la salle, j'étais calme. Julien a sorti la procuration, j'ai posé la mienne à côté. Comparons. Et puis j'ai appuyé sur lecture, sa voix claire, insolente. De toute façon, le vieux signera. Silence. Daniel, mon ami notaire, a pris la parole. L'acte est falsifié, la signature est copiée. Julien a pâli. Laura s'est levée sans un mot. L'huissier a signé le constat. L'affaire était scellée. Quand nous sommes sortis, le journaliste m'a demandé « Monsieur Moreau, un mot ?» J'ai répondu « La confiance, c'est comme une signature, elle n'a de valeur que si elle n'est pas forcée. » Les semaines suivantes ont été longues, une enquête, un procès, des audiences. Julien plaidait la maladresse. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes. Faux en écriture, abus de confiance, annulation de la vente. Le jugement est tombé. La maison me revenait, sa licence lui était retirée. Je n'ai pas souri. Je me suis seulement assis dans mon jardin, là où le vent fait bouger les feuilles du noyer. Aujourd'hui, tout est redevenu calme. Je vis seul, mais je n'ai plus peur. Chaque matin, j'ouvre les volets, prépare le café, salue la photo de ma femme. Elle semble me regarder avec ce léger sourire de reproche tendre. J'ai reçu une lettre de Julien. Je regrette. J'ai répondu « Je ne t'en veux plus, mais désormais chacun sa route. » Je n'ai rien gagné, c'est vrai, aucun triomphe. Mais j'ai retrouvé ce que j'avais perdu, la paix. Et parfois, quand le soir tombe sur la maison, j'entends presque sa voix me dire « Tu vois, Paul, la justice finit toujours par rentrer à la maison. »